Dès les premières lueurs du matin, la plage de l'hôtel semble étrangement paisible, comme si la tempête de la veille n'avait laissé derrière elle qu'un silence lourd, presque irréel. Pourtant, dans les esprits des douaniers, l'inquiétude continue de gronder. Assis autour d'un petit déjeuner improvisé face à la mer, William, Aurore et leurs proches échangent des regards tendus, conscients que Victor reste introuvable et que chaque minute qui passe réduit leur chance de le retrouver vivant. Dans le même temps, Aurore tente de maintenir une certaine lucidité. Elle sait que dans ce genre de situation, l'émotion est l'ennemi de l'efficacité. Pourtant, en observant l'horizon, elle ne peut s'empêcher d'imaginer le pire. Victor Brunet, malgré son caractère controversé, ne mérite pas de disparaître ainsi, avalé par la violence des éléments. Cette pensée, mêlée à la pression de l'enquête sur Lucas, la pousse à accélérer le rythme des recherches. Jordan, de son côté, ne tient plus en place. L'adrénaline le maintient en éveil depuis des heures, et une intuition inexplicable le pousse à ne pas abandonner. Il échange quelques mots avec William, déterminé à poursuivre les fouilles au-delà des zones déjà explorées. Le médecin, bien que fatigué, accepte immédiatement. Tous deux partagent cette conviction silencieuse qu'il reste une chance, aussi mince soit-elle, de retrouver Victor. Pendant ce temps, à l'hôtel, l'ambiance est tout aussi tendue. Quentin, désormais au centre des soupçons, attire tous les regards. Sa présence dérange, son calme apparent intrigue. Lorsqu'Aurore et Manon le prennent à part pour l'interroger, le jeune homme affiche une assurance presque déconcertante. Il écoute les accusations sans broncher, comme s'il s'était préparé à ce moment. Aurore insiste sur le mobile évident. Lucas avait couché avec Léa, et Quentin aurait pu agir par jalousie. Mais la réponse du jeune homme est immédiate, presque mécanique. Il explique que leur relation fonctionne différemment, qu'ils ne se doivent pas de compte sur leurs aventures respectives. Ce détachement, loin de rassurer, laisse planer un doute encore plus profond sur sa sincérité. Puis, avec une précision troublante, Quentin évoque son alibi. Il affirme avoir été avec Léa au moment des faits, allant jusqu'à mentionner la chute du lustre dans leur chambre, qui aurait blessé la jeune femme. Ce détail, trop précis pour être improvisé, force Aurore à suspendre son jugement. Pourtant, elle sent que quelque chose lui échappe, une faille invisible dans ce récit parfaitement construit. À quelques mètres de là, Léa tente de se rendre utile en aidant Christelle à ramasser des abricots. Son attitude est empreinte de culpabilité, comme si elle cherchait à se racheter d'un jugement trop hâtif. Elle s'excuse avec sincérité, reconnaissant qu'elle a été injuste. Christelle, bien que touchée, reste distante. Depuis la mort de Lucas, une tension permanente semble habiter chaque recoin de l'hôtel. Cette scène, en apparence anodine, cache en réalité une agitation intérieure bien plus profonde. Léa, tout en s'activant, semble ailleurs, préoccupée. Ses gestes sont mécaniques, son regard fuyant. Elle porte en elle un poids invisible, une décision qu'elle n'a pas encore révélée. Et cette tension silencieuse ne fait qu'alimenter les soupçons déjà présents autour d'elle et de Quentin. Dans la forêt, William et Jordan avancent avec prudence, scrutant chaque recoin, chaque trace laissée dans la boue encore humide. L'atmosphère est lourde, presque oppressante. Les arbres, encore marqués par la violence de la tempête, semblent garder en eux les secrets de la nuit passée. Le moindre bruit les fait sursauter, chaque craquement devient une alerte. C'est alors que Jordan aperçoit une silhouette allongée au sol. Son cœur s'emballe immédiatement. Il s'approche en courant, suivi de William, et découvre Victor, inconscient, le visage marqué par l'épuisement. Pendant un instant, le temps semble suspendu. Puis William se penche, vérifie son pouls, et laisse échapper un souffle de soulagement. Il est vivant. Le rapatriement vers l'hôtel se fait dans une tension extrême. Chaque seconde compte. William veille sur Victor, tentant de stabiliser son état, tandis que Jordan ne cesse de jeter des regards inquiets vers lui. Ce moment, à la fois fragile et décisif, marque un tournant. La disparition de Victor n'est plus une énigme, mais elle ouvre désormais la porte à de nouvelles questions. De retour à l'hôtel, Aurore interroge immédiatement Victor. Malgré sa fatigue, il tente de se montrer clair. Il raconte avoir attendu un bateau-taxi qui n'est jamais venu, puis avoir été surpris par une vague violente lorsque la tempête a éclaté. Sa voix est faible, mais ses souvenirs semblent cohérents. Il évoque ensuite avoir rampé jusqu'à la forêt, avant de perdre connaissance. Concernant Lucas, Victor minimise leur altercation. Il parle d'un désaccord banal, presque insignifiant. Lucas aurait refusé de l'aider à contacter un bateau-taxi, rien de plus. Cette version, trop simple, laisse Aurore perplexe. Elle sait que dans ce genre d'affaires, les détails les plus anodins peuvent cacher des vérités bien plus sombres. Pendant ce temps, dans une chambre à l'écart, Léa prépare discrètement ses affaires.
Son départ semble imminent. Chaque geste est mesuré, presque précipité, comme si elle craignait d'être interrompue. Quentin la rejoint, tentant de la convaincre d'attendre. Il insiste sur le fait qu'ils doivent partir au bon moment, lorsqu'une opportunité se présentera. Cette discussion révèle une tension nouvelle entre eux. Leur relation, déjà fragile, semble désormais dictée par une stratégie commune, un plan dont les contours restent flous. Ils jouent un rôle, celui d'un couple marié, mais derrière cette façade se cache une complicité ambiguë, faite de secrets et de non-dits. La journée avance, et avec elle, une atmosphère de plus en plus pesante. Chacun semble porter en lui ses propres doutes, ses propres peurs. L'hôtel, autrefois lieu de détente, s'est transformé en une sorte de huis clos où chaque regard, chaque parole peut devenir une accusation implicite. À la tombée de la nuit, tous se retrouvent dans le hall pour dîner. L'ambiance est tendue, presque électrique. Les conversations sont rares, les regards évités. Puis, sans prévenir, Christelle prend la parole. Sa voix, d'abord tremblante, gagne en assurance au fil des mots. Elle affirme, devant tous, que Lucas a été assassiné. Le silence qui suit est assourdissant. Personne n'ose réagir. Et pourtant, tous comprennent immédiatement la portée de cette déclaration. Christelle ne s'arrête pas là. Elle ajoute que l'assassin se trouve parmi eux. Cette phrase, lâchée comme une bombe, fait vaciller les certitudes de chacun. À cet instant précis, plus personne n'est innocent aux yeux des autres. Et dans ce climat de suspicion généralisée, une évidence s'impose peu à peu. La vérité est plus proche qu'ils ne le pensent, mais elle est aussi bien plus dangereuse qu'ils ne l'imaginent. Après la déclaration fracassante de Christelle, un silence pesant s'installe dans le hall de l'hôtel. Les regards se croisent, se fuient, s'accrochent parfois avec méfiance. Chacun tente de dissimuler son trouble, mais l'atmosphère est désormais irrémédiablement altérée. Cette simple phrase, prononcée avec une conviction brûlante, a suffi à transformer ce dîner en une scène d'interrogatoire collectif, où chaque respiration semble suspecte. Aurore, fidèle à son instinct de policière, observe les réactions avec une attention redoublée. Elle scrute les visages, analyse les micro-expressions, tente de repérer la moindre fissure dans les masques que chacun porte. Mais ce qu'elle perçoit la déstabilise davantage. Au lieu d'un coupable évident, elle découvre une assemblée de personnes ébranlées, chacune enfermée dans ses propres doutes et ses propres secrets. Dans le même temps, Quentin se replie légèrement sur lui-même. Son assurance de la journée semble s'effriter sous le poids de cette accusation publique. Il garde pourtant le silence, refusant de réagir à chaud. Ce retrait n'échappe pas à Aurore, qui y voit soit une stratégie de défense, soit le signe d'une tension qu'il ne parvient plus à contenir. À quelques mètres de là, Léa paraît plus fragile que jamais. Ses mains tremblent légèrement, et son regard reste fixé sur la table, comme si elle cherchait à disparaître. La perspective d'être au cœur d'une affaire criminelle semble la dépasser. Pourtant, au fond d'elle, une lutte intérieure se joue, une hésitation entre fuir et affronter ce qui est en train de se révéler. Christelle, quant à elle, ne regrette pas ses paroles. Bien au contraire, elle semble soulagée, comme si avoir mis des mots sur ses soupçons lui avait permis de reprendre le contrôle. Depuis la mort de Lucas, elle ressent une injustice profonde, une vérité étouffée que personne ne voulait entendre. En brisant ce silence, elle a ouvert une brèche irréversible. La soirée se termine dans une tension sourde. Les conversations reprennent timidement, mais elles restent superficielles, presque mécaniques. Chacun évite les sujets sensibles, préférant s'enfermer dans une normalité de façade. Pourtant, cette normalité sonne faux, comme un décor fragile prêt à s'effondrer à la moindre secousse. Plus tard dans la nuit, Aurore rejoint Manon dans un coin plus discret. Elles échangent à voix basse, reprenant point par point les éléments de l'enquête. L'alibi de Quentin, bien que cohérent, ne les convainc pas totalement. Quelque chose dans son attitude, dans la manière dont il a construit son récit, leur paraît trop maîtrisé pour être honnête. Manon, encore marquée par la scène du dîner, exprime ses doutes. Elle évoque également Léa, dont le comportement lui semble de plus en plus étrange. Aurore acquiesce, consciente que l'affaire ne se limite pas à un simple conflit amoureux. Derrière cette histoire, il y a une mécanique plus complexe, une toile de relations et de mensonges qui reste à démêler. Au même moment, dans leur chambre, Quentin et Léa poursuivent leur discussion. L'ambiance est tendue, presque électrique. Léa exprime son désir de partir immédiatement, incapable de supporter davantage cette pression. Quentin, au contraire, insiste pour attendre. Il parle de timing, de prudence, comme s'il anticipait des conséquences bien plus graves qu'un simple soupçon. Ce désaccord révèle une fissure dans leur alliance. Leur relation, déjà construite sur une illusion, commence à vaciller sous le poids des événements. Léa doute, hésite, se demande si elle peut encore faire confiance à Quentin.
Et cette incertitude, imperceptible de l'extérieur, pourrait bien devenir leur plus grande faiblesse. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Marianne et Sébastien profitent d'une journée en apparence paisible. Leur balade à vélo est censée être un moment de répit, une parenthèse loin des tensions quotidiennes. Marianne, cependant, reste sur ses gardes. Elle sait que la vérité qu'elle cache peut surgir à tout moment. Lorsque leurs regards croisent ceux de Benny et Daniel, en train de transporter des cartons, tout bascule. L'improvisation de Benny, censée masquer la réalité, ne tient pas face à la lucidité de Sébastien. D'un simple coup d'œil, il comprend que quelque chose lui échappe, que Marianne lui a volontairement dissimulé une information importante. La déception s'installe progressivement en lui. Il ne fait pas de scène, n'ose pas la voix, mais son silence devient plus lourd que n'importe quelle accusation. Marianne, en observant son attitude, réalise qu'elle n'a pas réussi à préserver cette journée. Le mensonge, même animé de bonnes intentions, a fini par s'imposer entre eux. De retour à l'hôtel, l'affaire Lucas continue de hanter les esprits. William, encore marqué par la découverte de Victor, tente de reprendre une routine normale. Mais son regard trahit une fatigue profonde, autant physique que mentale. Il sait que le répit est de courte durée, que les questions ne font que commencer. Victor, quant à lui, récupère lentement. Son corps porte les traces de la tempête, mais c'est surtout son esprit qui semble fragilisé. Ses souvenirs sont fragmentés, ses propos hésitants. Pourtant, une chose est certaine, il n'a pas tout dit. Derrière ces explications simplifiées, Aurore perçoit une réticence, un détail qu'il choisit délibérément de taire. Cette retenue intrigue autant qu'elle inquiète. Victor, habitué à manipuler son entourage, pourrait très bien continuer à jouer un rôle, même dans cet état de faiblesse. Et si tel est le cas, cela signifie que l'enquête est encore loin d'avoir révélé sa véritable nature. Dans un autre registre, Diane poursuit son objectif avec une détermination presque obstinée. Voir sa sœur sombrer dans la tristesse lui est insupportable. Elle refuse d'accepter que la rupture avec Bastien puisse définir l'avenir d'Esmé. Pour elle, la solution passe par l'action, par une rupture avec la routine et la douleur. Lorsqu'elle apprend que le lycée est temporairement vulnérable à cause des dégâts causés par la tempête, une idée germe immédiatement dans son esprit. Transformer cet espace en lieu de fête, en refuge provisoire contre la tristesse, lui paraît être une évidence. Elle convainc Marceau avec une aisance déconcertante, exploitant son goût pour l'aventure. La soirée s'organise rapidement. Les préparatifs sont simples, presque improvisés, mais portés par une énergie collective. Esmé, d'abord réticente, se laisse entraîner malgré elle. Elle ne sourit pas vraiment, mais elle accepte de suivre le mouvement, comme si une part d'elle espérait secrètement retrouver un peu de légèreté. Lorsque la nuit tombe, le lycée se transforme en un lieu étrange, à mi-chemin entre l'interdit et l'insouciance. Les lumières du vidéoprojecteur dessinent des ombres mouvantes sur les murs, et le film d'horreur qu'il regarde devient presque secondaire face à l'excitation de braver les règles. Pourtant, derrière cette apparente légèreté, une tension sourde persiste. Le moindre bruit prend une dimension inquiétante, amplifiée par le silence du bâtiment désert. Et lorsque la porte claque brusquement, la peur s'empare d'eux sans prévenir. En un instant, l'illusion se brise, laissant place à une panique incontrôlée. Sans réfléchir, ils fuient, abandonnant tout derrière eux. Leur projet initial, soigneusement préparé pour ne laisser aucune trace, s'effondre dans cette fuite précipitée. Et en quittant les lieux, ils ignorent encore que ce geste impulsif pourrait avoir des conséquences bien plus importantes qu'ils ne l'imaginent. Le lendemain matin, l'hôtel semble s'être réveillé sous une chape de silence encore plus lourde que la veille. Les événements de la nuit précédente continuent de résonner dans les esprits, comme une onde de choc dont personne ne parvient à se détacher. La déclaration de Christelle a fissuré l'équilibre fragile du groupe, et désormais, chaque geste, chaque parole est observée avec suspicion. Dans la salle commune, certains tentent de reprendre leurs habitudes, mais rien ne semble naturel. Les conversations sont hésitantes, ponctuées de silences maladroits. Aurore, quant à elle, ne perd pas de temps. Elle sait que ce genre de moment est crucial dans une enquête, c'est lorsque les tensions sont à leur comble que les vérités commencent à émerger, souvent malgré ceux qui cherchent à les cacher. Elle décide de reprendre les interrogatoires de manière plus ciblée. Cette fois, son attention se porte autant sur les incohérences que sur les émotions. Elle sait que le mensonge ne se niche pas seulement dans les mots, mais aussi dans les silences, dans les regards fuyants, dans ces micro-hésitations qui trahissent un esprit en alerte. Quentin est le premier à être convoqué. Lorsqu'il entre dans la pièce, son attitude est différente de la veille. Il semble plus tendu, moins sûr de lui. Aurore remarque immédiatement ce changement, mais ne le souligne pas.
Elle préfère le laisser parler, le pousser à s'enfoncer dans son propre récit. Le jeune homme répète son alibi, presque mot pour mot. Il insiste sur la présence de Léa, sur la chute du lustre, sur la blessure qui aurait confirmé leur version des faits. Pourtant, quelque chose a changé. Là où ses paroles étaient fluides la veille, elles semblent désormais légèrement forcées, comme si chaque phrase demandait un effort supplémentaire pour être prononcée. Manon, présente à ses côtés, observe en silence. Elle n'intervient pas, mais son regard ne quitte pas Quentin. Elle perçoit elle aussi cette tension, cette fragilité nouvelle. Et pour la première fois, elle se demande si ce jeune homme, qu'elle avait d'abord perçu comme arrogant, n'est pas en réalité en train de perdre le contrôle de la situation. Après son départ, Aurore échange un regard avec sa fille. Aucun mot n'est nécessaire. Elles savent toutes les deux que quelque chose ne colle pas. L'alibi tient, mais il manque de solidité, comme une structure bien construite dont les fondations seraient fissurées. Pendant ce temps, Léa reste seule dans leur chambre. Elle fixe sa valise ouverte, incapable de se décider. Partir semble être la solution la plus évidente, mais aussi la plus risquée. Chaque seconde passée dans cet endroit augmente la pression, mais fuir pourrait la désigner immédiatement comme coupable. Son esprit oscille entre peur et lucidité. Elle repense à tout ce qui s'est passé, à chaque détail, à chaque décision prise. Et au fond d'elle, une question ne cesse de revenir. Jusqu'où peut-elle aller pour protéger ce qu'elle a construit avec Quentin, même si cela signifie continuer à mentir ? Dans un autre registre, Victor commence à retrouver un peu de force. Installé dans sa chambre, sous la surveillance attentive de William, il tente de reconstituer les événements de la nuit de la tempête. Mais ses souvenirs restent flous, fragmentés, comme s'il avait été emporté par la violence des éléments. William, en médecin rigoureux, l'encourage à se reposer. Mais en tant qu'homme, il ne peut s'empêcher de ressentir une certaine méfiance. Victor n'est pas quelqu'un de simple. Même affaibli, il reste capable de manipuler, de dissimuler, de choisir ce qu'il veut révéler. Cette dualité rend la situation particulièrement délicate. Peut-on faire confiance à un homme dont la réputation repose sur le calcul et l'opportunisme ? Ou faut-il considérer que, face à la mort, même les plus habiles menteurs finissent par dire la vérité ? À quelques pas de là, Christelle semble plus déterminée que jamais. Elle ne regrette rien, et son regard trahit une conviction profonde. Pour elle, Lucas n'est pas mort par accident, et il est inconcevable que l'on puisse encore en douter. Cette certitude, presque viscérale, la pousse à observer les autres avec une intensité nouvelle. Elle repense aux derniers jours, aux tensions, aux comportements étranges qu'elle n'avait pas su interpréter à temps. Et peu à peu, une idée commence à se former dans son esprit. Une intuition, encore floue, mais suffisamment forte pour la pousser à ne pas lâcher prise. Dans le même temps, la situation entre Marianne et Sébastien continue de se détériorer. Après la découverte de la veille, un malaise s'est installé entre eux. Ce n'est pas une dispute ouverte, mais une distance, une froideur inhabituelle. Sébastien, blessé par le mensonge, semble incapable de retrouver sa légèreté habituelle. Marianne, de son côté, tente de justifier son silence. Elle explique qu'elle ne voulait pas gâcher leur moment, qu'elle cherchait simplement à préserver une journée importante. Mais ces arguments, aussi sincères soient-ils, ne suffisent pas à apaiser Sébastien. Pour lui, la question est plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle a caché, mais du fait qu'elle ait choisi de le faire. Ce choix remet en cause la confiance qu'il lui accordait, et c'est cette fissure invisible qui le trouble le plus. Pendant ce temps, Diane retrouve Esmé après la soirée mouvementée au lycée. L'ambiance est étrange, mêlée de gêne et de nervosité. Ce qui devait être un moment de répit s'est transformé en une fuite précipitée, laissant derrière eux un désordre qui pourrait bien les trahir. Esmé, encore sous le choc, semble plus renfermée que jamais. L'expérience n'a pas eu l'effet escompté. Au lieu de l'aider à oublier sa rupture, elle l'a plongé dans une nouvelle forme d'angoisse. Elle craint désormais les conséquences de leur intrusion, les réactions possibles des adultes. Diane, malgré tout, refuse d'abandonner. Elle tente de rassurer sa sœur, de minimiser la situation. Elle parle de chance, de hasard, comme si tout pouvait encore s'arranger. Mais au fond d'elle, elle sait que leur fuite a laissé des traces, et que ces traces pourraient bientôt être découvertes. Dans l'hôtel, l'enquête continue de progresser lentement, mais sûrement. Aurore commence à recouper les informations, à établir des liens entre les différents témoignages. Et plus elle avance, plus elle ressent cette impression persistante. La vérité est là, à portée de main, mais elle reste dissimulée derrière une série de mensonges parfaitement imbriqués. Chaque personnage semble jouer un rôle, protéger quelque chose, cacher une part de lui-même. Et dans ce jeu d'ombre, la frontière entre victime et coupable devient de plus en plus floue. Alors que la journée s'achève, une tension nouvelle s'installe.
Elle est différente de celle de la veille. Plus subtile, plus insidieuse. Comme si chacun avait compris que le temps des apparences touchait à sa fin. Et dans ce climat de plus en plus oppressant, une certitude commence à s'imposer. Tôt ou tard, quelqu'un commettra une erreur. Une seule, mais suffisante pour faire basculer toute la vérité. Au fil des heures, une tension plus diffuse mais profondément ancrée s'installe dans chaque recoin de l'hôtel. Ce n'est plus seulement la peur d'un assassin potentiel qui plane, mais une forme de méfiance généralisée qui fragilise chaque interaction. Les liens, déjà mis à rude épreuve par les événements récents, commencent à se fissurer sous le poids des soupçons. Aurore, toujours plongée dans ses réflexions, décide de reprendre certains éléments de l'enquête sous un angle différent. Elle ne cherche plus seulement à vérifier les faits, mais à comprendre les motivations. Qui aurait réellement intérêt à éliminer Lucas? Et surtout, pourquoi maintenant? Ces questions, apparemment simples, révèlent une complexité qu'elle n'avait pas entièrement mesurée. Dans cette nouvelle approche, Quentin et Léa occupent une place centrale. Leur comportement, leurs contradictions, leur manière de se protéger mutuellement dessinent une dynamique troublante. Aurore commence à envisager l'hypothèse qu'il ne soit pas seulement témoin, mais acteur d'un événement qu'il cherche désespérément à contrôler. Manon, de son côté, observe avec une attention accrue les interactions entre les deux jeunes gens. Elle remarque des détails qui lui avaient échappé auparavant, un regard trop rapide, un geste retenu, une hésitation à peine perceptible. Ces signes, discrets mais répétés, alimentent son intuition. Elle sent que la vérité ne se trouve pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est soigneusement évité. Pendant ce temps, Quentin tente de garder le contrôle de la situation. Mais la pression commence à peser lourdement sur lui. Chaque regard posé sur lui devient une accusation silencieuse, chaque question une menace potentielle. Il s'efforce de maintenir une façade solide, mais à l'intérieur, une inquiétude grandissante s'installe. Léa, quant à elle, semble de plus en plus dépassée. Son désir de partir devient presque obsessionnel. Elle ne supporte plus cet environnement, cette proximité constante avec les autres, cette sensation d'être observée en permanence. Pourtant, elle reste, retenue par un lien invisible avec Quentin, un engagement qu'elle n'ose pas rompre. Dans un autre registre, Victor commence à se confronter à ses propres souvenirs. Allongé dans sa chambre, il ferme les yeux et tente de reconstituer les événements avec plus de précision. Des images floues émergent, des sensations, des fragments de conversation. Mais à chaque fois qu'il pense toucher une vérité, celle-ci lui échappe. Cette lutte intérieure le fragilise davantage. Il comprend que ce qu'il a vécu cette nuit-là dépasse le simple accident. Il y a quelque chose qu'il n'a pas encore compris, quelque chose qui pourrait remettre en question sa propre version des faits. Et cette prise de conscience l'inquiète profondément. William, en observant son patient, perçoit cette agitation. Il tente de le rassurer, de lui rappeler que la mémoire peut revenir progressivement. Mais au fond de lui, il sait que ces fragments de souvenirs pourraient contenir des éléments essentiels pour l'enquête. Et cette attente devient presque insupportable. Dans la cuisine de l'hôtel, Christelle continue de ruminer ses pensées. Son intuition ne la quitte pas. Elle repense aux derniers moments de Lucas, aux tensions qui l'entouraient, aux comportements qu'elle n'avait pas su interpréter à temps. Peu à peu, une conviction se renforce. Quelqu'un ment, et ce mensonge est en train de tout déformer. Cette certitude la pousse à observer plus attentivement ceux qui l'entourent. Elle ne se contente plus d'écouter, elle analyse, elle décortique. Et dans ce processus, certains détails commencent à prendre une importance nouvelle, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent lentement. Pendant ce temps, la situation entre Marianne et Sébastien atteint un point critique. Le malaise qui s'était installé la veille ne fait que s'intensifier. Sébastien, blessé, adopte une distance froide qui contraste avec son attitude habituelle. Il ne cherche pas le conflit, mais son silence est lourd de reproches. Marianne, confrontée à cette réaction, se retrouve face à ses propres contradictions. Elle réalise que son mensonge, aussi anodin qu'il lui semblait, a eu des conséquences bien plus profondes. Elle tente de renouer le dialogue, d'expliquer, de réparer. Mais chaque tentative semble glisser sur une surface devenue imperméable. Ce décalage entre eux révèle une vérité plus large. Dans un contexte déjà marqué par la méfiance et les secrets, le moindre manque de transparence peut devenir une fracture irréversible. Et cette fracture, même discrète, pourrait bien redéfinir leur relation. Dans un tout autre univers, Diane continue de lutter pour sortir Esmé de sa torpeur. Elle refuse de céder à l'échec de la veille. Pour elle, l'épisode du lycée n'est qu'un incident, un imprévu sans gravité. Elle tente de convaincre sa sœur que rien de sérieux ne peut en découler, que tout finira par se tasser. Mais Esmé n'est pas convaincue. Au contraire, cette expérience a renforcé son sentiment d'insécurité.
Elle se sent vulnérable, exposée, incapable de contrôler ce qui lui arrive. La rupture avec Bastien a laissé une cicatrice profonde, et chaque nouvel événement semble la raviver. Leur échange met en lumière une divergence fondamentale. Là où Diane voit une opportunité de rebond, Esmé perçoit un risque supplémentaire. Cette différence de perception crée une tension nouvelle entre elles, une incompréhension qui pourrait fragiliser leur relation. Au lycée, les traces de leur passage sont toujours présentes. Les objets laissés derrière eux, les indices involontaires, tout cela constitue une preuve tangible de leur intrusion. Et si quelqu'un venait à découvrir ces éléments, les conséquences pourraient être bien plus graves qu'elle ne l'imagine. Cette possibilité, encore abstraite, commence pourtant à prendre forme. Car dans un environnement déjà perturbé par les événements récents, le moindre incident peut rapidement prendre une ampleur inattendue. De retour à l'hôtel, Aurore sent que l'enquête approche d'un tournant. Les éléments s'accumulent, les contradictions apparaissent, les masques commencent à se fissurer. Elle sait que le moment est proche, celui où tout basculera, où une vérité enfouie émergera enfin. Mais elle sait aussi que ce moment sera dangereux. Car révéler la vérité, dans un contexte aussi tendu, peut déclencher des réactions imprévisibles. Et dans cette affaire, chaque personne présente pourrait être à la fois victime et coupable. Alors que la nuit tombe à nouveau, une sensation étrange s'empare de l'hôtel. Comme si quelque chose d'inévitable était sur le point de se produire. Une révélation, une erreur, un aveu. Peu importe la forme, mais une rupture est imminente. Et dans cette attente silencieuse, chacun retient son souffle, sans savoir que le prochain mouvement pourrait bien changer le destin de tous. À mesure que la nuit retombe sur l'hôtel, une tension presque palpable s'installe dans l'air, comme une électricité silencieuse prête à éclater. Les événements des dernières heures ont laissé des traces profondes, et chacun semble désormais avancer avec prudence, comme s'il marchait sur un terrain instable. Plus personne ne se sent véritablement en sécurité, ni dans ses certitudes, ni dans ses relations avec les autres. Aurore, enfermée dans une logique d'enquête, décide de confronter une nouvelle fois les éléments qu'elle possède. Elle ne se contente plus de croiser les témoignages, elle tente de comprendre les intentions cachées derrière chaque parole. Pour elle, l'affaire Lucas ne peut plus être réduite à un simple acte impulsif. Il y a une construction, une succession de choix, et donc une responsabilité claire. Dans ce contexte, Quentin apparaît de plus en plus comme un pivot central. Non pas forcément comme le coupable, mais comme quelqu'un qui détient une part essentielle de la vérité. Son attitude, ses silences, ses réactions aux accusations. Tout indique qu'il sait davantage qu'il ne le laisse entendre. Manon partage cette analyse, mais elle va plus loin. Elle évoque l'idée que Quentin ne soit pas seul dans cette histoire. Selon elle, la relation qu'il entretient avec Léa dépasse le simple cadre d'un couple atypique. Il y a entre eux une forme de pacte implicite, une entente qui semble dictée par la nécessité plutôt que par le sentiment. Cette hypothèse ouvre une nouvelle perspective. Et si la vérité ne reposait pas sur un individu, mais sur une dynamique à deux ? Et si le mensonge était partagé, construit à deux voix pour masquer une réalité plus complexe ? Pendant ce temps, dans leur chambre, Quentin et Léa vivent une nuit agitée. Aucun des deux ne parvient à trouver le sommeil. Le silence qui les entoure devient presque oppressant, comme s'il amplifiait chaque pensée, chaque doute. Léa finit par rompre ce silence, incapable de contenir plus longtemps son angoisse. Elle exprime ses peurs, ses hésitations, son sentiment d'être piégée dans une situation qui la dépasse. Elle parle de départ, encore une fois, mais cette fois avec une urgence nouvelle. Quentin, lui, reste plus mesuré. Il tente de la rassurer, mais ses mots manquent de conviction. Lui aussi commence à douter. Ce moment de fragilité révèle une vérité essentielle. Leur alliance, jusque-là solide en apparence, commence à se fissurer. Et dans ce genre de situation, il suffit d'une seule faille pour que tout s'effondre. Dans une autre partie de l'hôtel, Victor est éveillé. Contrairement aux heures précédentes, son regard est plus vif, plus concentré. Il semble avoir retrouvé une partie de sa mémoire. Les images reviennent par fragments, mais elles sont plus précises, plus troublantes. Il se souvient de Lucas. Pas seulement de leur altercation, mais d'un échange plus tendu, plus chargé qu'il ne l'avait laissé entendre. Un détail, en particulier, le hante, le regard de Lucas, à la fois défiant et inquiet, comme s'il savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Cette révélation intérieure bouleverse Victor. Il comprend qu'il a minimisé les faits, peut-être inconsciemment, peut-être volontairement. Mais désormais, il ne peut plus ignorer cette vérité partielle. Et cette prise de conscience pourrait bien le pousser à parler davantage. William, en entrant dans la chambre, perçoit immédiatement ce changement. Il observe Victor avec attention, cherchant à comprendre ce qui a évolué.
Lorsqu'il lui demande comment il se sent, la réponse est différente. Moins vague, plus ancrée dans le réel. Ce moment marque un tournant discret mais crucial. Car si Victor commence à se souvenir, cela signifie que l'enquête pourrait bientôt franchir une étape décisive. Dans la cuisine, Christelle poursuit sa propre réflexion. Elle n'est pas policière, mais son intuition ne cesse de la guider. Elle repense à chaque interaction, à chaque détail qui lui avait semblé étrange. Et peu à peu, une image se dessine dans son esprit. Elle ne possède pas de preuves, mais elle ressent une évidence. Une vérité qui ne repose pas sur des faits concrets, mais sur une cohérence émotionnelle. Et cette vérité, aussi subjective soit-elle, la pousse à rester vigilante, à ne pas céder au doute. Du côté de Marianne et Sébastien, la situation reste tendue. Le dialogue s'est raréfié, remplacé par une forme de distance polie. Aucun des deux ne semble prêt à faire le premier pas. Le malentendu, pourtant mineur en apparence, a ouvert une brèche plus profonde. Sébastien, fidèle à son caractère, préfère l'observation à la confrontation. Il analyse, il réfléchit, il tente de comprendre ce qui a poussé Marianne à agir ainsi. Mais cette réflexion ne fait que renforcer son sentiment de déception. Marianne, de son côté, ressent ce retrait comme une forme de jugement. Elle aurait préféré une dispute, une explosion, quelque chose de visible. Mais ce silence, cette retenue, la déstabilise davantage. Elle se retrouve face à ses propres choix, sans possibilité immédiate de les réparer. Pendant ce temps, au lycée, les conséquences de la soirée commencent à se profiler. Le personnel découvre progressivement les traces laissées par les jeunes. Rien de spectaculaire, mais suffisamment d'indices pour éveiller des soupçons. Cette découverte, encore partielle, pourrait bien déclencher une enquête interne. Et si cela se produit, Diane, Esme et leurs amis devront faire face à des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. Diane, en apprenant cette possibilité, tente de garder son sang-froid. Elle refuse de céder à la panique, convaincue qu'il existe encore des solutions. Mais au fond d'elle, une inquiétude nouvelle s'installe. Elle réalise que ses décisions, prises dans un élan de spontanéité, pourraient avoir des répercussions bien plus importantes. Esme, déjà fragilisée, ressent cette menace comme un poids supplémentaire. Elle se sent responsable, coupable même. Et cette accumulation de tensions commence à peser lourdement sur son moral. De retour à l'hôtel, Aurore ressent que l'enquête est sur le point de basculer. Les éléments convergent, les comportements évoluent, les certitudes se fissurent. Elle sait que le moment approche, celui où un détail, un mot, un geste suffira à faire tomber les masques. Mais elle sait aussi que ce moment sera délicat. Car dans ce genre d'affaires, la vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle détruit, elle fracture, elle laisse des cicatrices profondes. Alors que la nuit avance, une impression étrange s'impose à tous, sans qu'ils puissent vraiment la nommer. Comme une attente silencieuse, une anticipation d'un événement imminent. Et dans cette attente, chacun se prépare, consciemment ou non, à affronter ce qui est sur le point d'émerger. Le jour se lève à nouveau sur l'hôtel, mais cette fois, la lumière ne parvient plus à dissiper l'atmosphère lourde qui s'est installée. Quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement une suspicion diffuse, mais une tension concrète, presque tangible, comme si tous pressentaient qu'un point de rupture est imminent. Aurore, après une nuit presque blanche, rassemble une dernière fois les éléments de l'enquête. Elle relit ses notes, reconstitue la chronologie, confronte les témoignages dans un silence concentré. Et plus elle avance, plus une idée s'impose à elle avec une clarté dérangeante. La vérité ne se trouve pas dans un seul récit, mais dans les écarts entre tous. Elle décide alors de réunir les principaux protagonistes. Ce n'est pas une confrontation officielle, mais un moment stratégique, un espace où les tensions peuvent s'exprimer, où les silences deviennent révélateurs. Elle ne cherche plus à poser des questions, mais à observer ce qui se produira lorsque chacun sera placé face aux autres. Dans le hall, les regards sont plus lourds que jamais. Quentin arrive avec une retenue nouvelle, Léa à ses côtés, visiblement épuisée. Victor est présent, encore affaibli mais déterminé à comprendre ce qui lui est arrivé. Christelle, elle, ne cache plus son impatience. Pour elle, ce moment est attendu depuis la veille. Le silence s'installe, puis Aurore prend la parole. Elle ne désigne personne, ne formule aucune accusation directe. Elle expose simplement les faits, les incohérences, les zones d'ombre. Sa voix est calme, posée, mais chaque mot semble peser davantage que le précédent. C'est alors que quelque chose bascule. Pas une confession immédiate, pas une explosion dramatique, mais une réaction. Un regard trop appuyé, une respiration coupée, un geste interrompu. Ce sont ces micro-détails, presque invisibles, qui attirent l'attention d'Aurore. Son regard se fixe sur Quentin, puis glisse vers Léa.
Entre eux, une tension nouvelle apparaît, différente de celle des jours précédents. Ce n'est plus une alliance, mais une distance, une hésitation. Et dans cet instant suspendu, Aurore comprend que leur lien est en train de se fissurer. Léa, incapable de soutenir plus longtemps cette pression, laisse échapper une émotion qu'elle ne peut plus contenir. Ce n'est pas un aveu, mais une brèche. Ses yeux se remplissent de larmes, ses mains tremblent. Elle ne parle pas, mais son silence devient plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Quentin, face à cette réaction, perd à son tour une partie de son assurance. Il tente de reprendre le contrôle, de maintenir une version cohérente. Mais quelque chose s'est brisé. La mécanique du mensonge, jusque-là bien huilée, commence à grincer. Aurore ne dit rien. Elle n'interrompt pas, ne pousse pas. Elle laisse le moment se développer, convaincue que la vérité, désormais, ne peut plus être contenue indéfiniment. Ce n'est plus une question de preuve, mais de résistance psychologique. Dans un autre registre, Victor prend la parole. Sa voix est encore faible, mais ses mots sont plus précis. Il évoque un souvenir revenu dans la nuit, un détail qu'il n'avait pas mentionné auparavant. Une tension plus forte avec Lucas, un échange chargé, une sensation de menace. Ce témoignage, inattendu, ajoute une nouvelle dimension à l'affaire. Il ne désigne pas un coupable, mais il confirme que la situation était plus explosive qu'elle n'avait été présentée. Et cette confirmation renforce l'idée que la mort de Lucas ne peut pas être le fruit du hasard. Christelle, en entendant ces paroles, sent sa conviction se renforcer. Elle ne dit rien, mais son regard devient plus intense. Pour elle, chaque élément vient confirmer ce qu'elle ressent depuis le début, une vérité cachée, volontairement dissimulée. Pendant ce temps, la situation entre Marianne et Sébastien atteint une forme d'apaisement fragile. Le silence a laissé place à une discussion plus posée. Ils ne résolvent pas tout, mais ils commencent à comprendre les motivations de l'autre. Cette compréhension, même partielle, ouvre la voie à une possible réconciliation. Au lycée, les conséquences de la soirée prennent forme. Les adultes commencent à poser des questions, à chercher des explications. Diane et ses amis se retrouvent face à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée. Leur fuite, leur désordre, tout cela devient visible. Esmé, déjà fragilisée, vit cette situation comme une nouvelle épreuve. Elle se sent dépassée, incapable de faire face. Diane tente de la soutenir, mais elle réalise que son énergie, son optimisme, ne suffisent pas toujours à réparer ce qui est brisé. De retour à l'hôtel, la confrontation atteint son point culminant. Les tensions accumulées, les non-dits, les regards, tout converge vers un moment unique. Ce n'est pas une révélation spectaculaire, mais une bascule progressive. Quelque chose s'effondre, une certitude, une version, une façade. Et dans cet effondrement, la vérité commence à apparaître, encore floue, encore partielle, mais désormais impossible à ignorer. Aurore comprend que l'enquête n'est pas terminée, mais qu'elle vient de franchir une étape décisive. Elle sait que les prochains jours seront déterminants, que chaque détail comptera. Mais elle sait aussi que le plus difficile a été fait, briser le silence. Et dans ce silence brisé, chacun se retrouve face à lui-même, face à ses choix, face à ses responsabilités. Car au-delà de l'enquête, c'est une vérité plus profonde qui émerge, celle des liens humains, de leurs failles, de leurs contradictions. Alors que le soleil monte lentement dans le ciel de Sète, une nouvelle phase commence. Moins spectaculaire, peut-être, mais plus intime, plus douloureuse. Une phase où les conséquences prendront le pas sur les faits, où les relations seront mises à l'épreuve. Et dans ce nouveau chapitre, une question demeure, suspendue dans l'air. Une fois la vérité révélée, qui sera encore capable de vivre avec elle ?